Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur WAB Info TV. Débutons ces numéros d'actualité à l'est de la République démocratique du Congo. Nouvelle flambée des violences à Béni après une attaque meurtrière attribuée aux ADF et a coûté la vie à au moins 3 personnes dans les quartiers burkinais. La colère a éclaté ce jeudi matin dans le riz de la ville. Des conducteurs, des mototaxis et des habitants ont manifesté pour dénoncer l'insécurité persistante provoquant des tensions avec les forces de l'ordre. Le point sur cette situation préoccupante dans ces reportages. Vraiment situation saa hii Beni hali inakatala kabisa, hali inakatala. Une vive tension a gagné le centre-ville de Béni ce jeudi matin à la suite d'une manifestation spontanée des conducteurs des mototaxis en colère après une nouvelle attaque meurtrière attribuée aux djihadistes des forces démocratiques alliées ADF dans la cellule de Muzambani au quartier Boikene. Selon un bilan provisoire, au moins 3 personnes ont perdu la vie lors de cette attaque survenue dans la nuit de mercredi à jeudi. Les habitants de la zone affirment que les victimes ont été tuées à proximité d'une position des forces armées de la République démocratique du Congo, une situation qui soulève des interrogations au sein de la population sur l'efficacité des dispositifs sécuritaires et des patrouilles militaires. En signe de protestation, des conducteurs des mototaxis et plusieurs habitants ont transporté les corps des victimes jusqu'à la morgue de l'hôpital général de Béni. La manifestation a rapidement créé une forte agitation dans les centres-villes, poussant les forces de l'ordre à intervenir pour disperser les protestataires. Des tirs ont été entendus dans plusieurs secteurs de la ville lors de cette intervention. Parallèlement, des sources locales rapportent que depuis les premières heures de la matinée, aux environs des 4 heures, des tirs nourris sont entendus dans plusieurs quartiers de la commune de Rwenzori, notamment à Bouili, Muzambani, Kazinga, Bel-Air et Sobied. Face à cette situation, de nombreux habitants ont fui leur domicile dans différentes directions, craignant pour leur sécurité. Alors que la peur et l'incertitude continuent de gagner les populations locales, les autorités n'ont pas encore communiqué officiellement sur l'ampleur exacte des échauffourées ni sur les mesures envisagées pour rétablir la sécurité dans cette région de Béni, régulièrement confrontée aux violences des groupes armés. Les préoccupations sécuritaires du Haut-Katanga au cœur des échanges entre le gouvernement et les élus nationaux. Récit à Kinshasa par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Moussabani, les cas aussi députés nationaux du Haut-Katanga, a fait les points sur la situation à Lubumbashi, Kasumbalissa et dans plusieurs zones frontalières de la province. Les élus ont également salué l'implication du patron de l'Intérieur dans les processus et a abouti à l'élévation de Kipushi au rang de ville. Suivez les explications de Mukasa Kalembe, président du caucus des députés du Haut-Katanga. Est présent, je crois que nous sommes tous ici. Nous avons jugé urgent de solliciter l'audience auprès du VPM qui nous a reçus. Nous avons eu une longue séance de travail. Nous avons d'abord tenu, en guise d'introduction, à remercier le gouvernement à travers le VPM pour le nouveau statut de ville qu'a obtenu la cité de Kipushi. Ces statuts que nous avons obtenus, que la ville a obtenu, est issu d'une démarche entreprise par la population elle-même, par la société civile et également par les élus. Deuxième problème abordé d'une manière générale est relatif avec la ville de Lubumbashi. Mais les problèmes essentiels concernaient 3 points. Le premier point était sur la sécurité. Le deuxième point sur la petite territoriale. Et le troisième point, non pas de moindre, c'est sur le gouvernorat. En ce qui concerne la sécurité, nous avons tenu à dire que la situation s'améliore. Mais néanmoins, les poches d'insécurité et les faits de banditisme persistent toujours dans la ville de Lubumbashi, à Kasumbalesa, à Likasi et dans les autres villages.
Nous avons également noté que l'insécurité, en fait, pour qu'elle soit jugulée, devrait également voir les effectifs en fait de la police devaient être améliorés. Néanmoins, les efforts fournis par la province sont promoteurs, notamment sur l'acquisition de la mobilité, tant sur routier que sur les lacs. Le deuxième problème que nous avons abordé, c'était sur l'appétit territorial. Étant donné que c'est dans le domaine, en fait, du VPM, nous avons tenu, en tout cas, il a tenu à nous rassurer que cette territoriale devrait être plutôt technique. Donc, on devra améliorer, en fait, la position pour que la territoriale soit beaucoup plus que les résultats soient beaucoup plus positifs pour la population. Le troisième problème, et non de moindre, qui fait l'actualité du moment, la province, nous avons noté dans la province la démission du gouverneur et actuellement nous avons un intérimaire. Nous avons discuté, nous avons tenu en tant que caucus à pouvoir exprimer notre son de cloche. Et le VPM l'a bien noté. Et cela dans le but de la stabilité et de la paix pour notre province. Ce que nous demandons en ce qui concerne notre province, c'est que nous puissions évoluer, aller de l'avant. Et le VPM a été très réceptif. Tous les problèmes que nous lui avons soumis, il les a écoutés, nous les avons échangés. Et nous avions été, en tout cas, satisfaits de cette audience avec le VPM. La proposition de loi sur l'organisation du référendum poursuit son parcours au Parlement congolais. Après son adoption à une large majorité à l'Assemblée nationale, le texte porté par les députés Paul Gaspard Ngondakoyi est désormais examiné par le Sénat, alors que l'opposition multiplie les critiques et les mises en garde. Les enjeux de ces débats qui divisent la classe politique congolaise dans cet élément. Le 14 décembre dernier, avant la clôture de notre session de septembre, j'ai déposé à votre cabinet ma proposition de loi intitulée « Proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo ». La proposition de loi qui a été initiée par le député national Paul Gaspard Ngondakoyi sera examinée à partir de ce jeudi au Sénat. L'annonce a été faite par le président de la Chambre haute du Parlement, Samalo Kondé, le mercredi 10 juin au cours d'une séance plénière. Il a informé ses pairs de la transmission par l'Assemblée nationale de cette proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo. Tel que le veut la Constitution, les sénateurs vont se charger d'examiner cette proposition controversée qui a été votée à une écrasante majorité à l'Assemblée nationale, désertée par l'opposition. Ainsi donc, durant 3 jours, la commission politique, administrative et judiciaire PAJ du Sénat va faire une étude approfondie avant de produire son rapport. Pendant que l'opposition tente de faire barrage à l'adoption définitive de cette proposition de loi et sa promulgation par le président de la République, les députés et constitutionnalistes Paul Gaspard Ngondakoyi tentent de justifier son initiative parlementaire à travers plusieurs cadres d'expression. Invité dans l'espace du journaliste congolais Stanis Boujakera Chamala, l'élite de Yahouma a donné des arguments juridico-politiques. Pour Paul Gaspard Ngondakoyi, tout part de l'article 1er de l'actuelle constitution qui consacre la RDC comme un état de droit à un état démocratique. Ensuite, l'article 5 qui dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple. Pour lui, il n'est pas de bonne loi d'opposer au peuple lui-même les limites qui sont à ces articles-là. Quant à la mutation du statut des députés nationaux qui pourront, du fait de cette loi, s'émuer en constituant, Paul Gaspard Ngondakoyi a soutenu que c'est une délégation reçue du peuple lui-même qui fait que le Parlement, à travers cette loi, a le pouvoir de fixer les mécanismes de fond ou de forme qui permettent au peuple de s'exprimer lorsqu'il s'agit d'une matière constitutionnelle.
L'initiateur de la proposition de loi sur l'organisation du référendum a, au cours de cet espace d'expression, comparé le président de la République à un monarque constitutionnel. C'est la raison pour laquelle, explique-t-il, autant de pouvoirs sont accordés à ces derniers dans le cadre de cette initiative juridique. Pour rappel, le 9 mai dernier, les députés nationaux avaient adopté cette proposition de loi à une majorité écrasante. Sur les 351 élus consultés, seuls 2 avaient voté contre. La preuve que le Sénat devrait également aller dans le même sens. Les débats sur une éventuelle révision de la Constitution continuent d'alimenter la scène politique congolaise. Face aux interrogations de l'opinion, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, affirme qu'aucune discussion formelle n'a encore été engagée à ce sujet au Conseil des ministres. Tout en défendant le droit des Congolais à débattre de leur avenir institutionnel, il souligne que la priorité reste l'efficacité de l'État. Suivez un extrait de son intervention. Les débats sur la Constitution, on n'en a pas encore formellement parlé en Conseil de ministres. C'est un débat qui fait court et le moment venu, nous aurons l'occasion de nous étendre là-dessus dès qu'il y a une option sera levée au niveau du gouvernement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Congolais ont le droit de débattre de leur avenir. Je ne vous fais pas une confidence, mais lorsque je parlais avec mon collègue tout à l'heure, je crois qu'il a évoqué l'article 214 sur la voirie, où il disait que même dans son secteur, il y a des choses qui doivent être retouchées dans la Constitution. Absolument. Je rappelle qu'ici, il y a un impératif principal. L'impératif principal, c'est comment nous rendons l'État plus efficace. C'est ça l'enjeu principal qui sous-tend les réflexions. Évidemment, le président de la République avait parlé des réflexions sur la Constitution. Alors, les uns les autres qui étaient hier chantres justement de ces initiatives sur la Constitution deviennent subitement opposants et ils veulent en faire un débat personnel ou personnaliser les sujets. Ici, c'est les sujets de comment nous rendons l'État plus fort. Évidemment, il y aura d'autres aspects qui pourront être abordés. Donc, il faut dépersonnaliser les débats parce que c'est un débat qui nous concerne nous tous. Il faut laisser aux Congolais la liberté d'un débat tel qu'ils les font, et les présidents avaient rappelé, il ne faut pas que les uns les autres viennent faire la politique politicienne lorsqu'on doit réfléchir sur ce que nous devons construire comme avenir avec un texte fondamental qui nous permette d'être plus efficaces à tous les niveaux. Et c'est dans ça que nous sommes. Monsieur le ministre, merci, c'était long, mais c'était utile. En République démocratique du Congo, la coopération entre Kinshasa et Paris sur les questions de justice et droits humains se renforce. Le ministre de la Justice, Guillaume Gueffa, a reçu mercredi 10 juin Isabelle Rome, ambassadrice de France chargée des droits humains et des devoirs de mémoire. Au centre des échanges, la promotion de la justice, la protection des droits fondamentaux et la préservation de la mémoire collective. Suivez les déclarations de l'ambassadrice Isabelle Rome. Donc, je suis Isabelle Rome, je suis l'ambassadrice de la France pour les droits humains et pour le devoir de mémoire, et je suis aussi l'ancienne ministre des droits des femmes et de la lutte contre les discriminations, et j'ai eu aussi une longue carrière de juge. Alors c'était un grand honneur de pouvoir rencontrer le ministre de la Justice, et j'ai eu le plaisir vraiment de rencontrer un homme de droit, et comme ancienne magistrate et ambassadrice, il est toujours très important de pouvoir discuter avec des personnes comme ce ministre qui sont attachées à la notion du droit, à la notion de respect du droit, à la notion de respect de l'état de droit, de la dignité humaine. Et à ce titre, nous avons eu une discussion très constructive. Alors, vous savez, je pense que aucun pays n'est complètement exemplaire en matière de respect des droits humains. La France n'est pas complètement exemplaire. Je pense que même ce pays ne l'est pas forcément non plus. Je pense qu'aucun pays n'est exemplaire. C'est pourquoi d'ailleurs, moi, je suis très attachée à une notion qui s'appelle la notion de redevabilité en matière de droits humains, c'est-à-dire une manière de suivre l'état d'avancée des droits humains dans chaque pays. Et je crois savoir que la RD, enfin que la République démocratique du Congo a intégré ou va intégrer le Conseil des droits de l'homme, et donc je pense que ça c'est une très bonne chose, et cela est aussi, je pense, une garantie
pour le respect des droits humains, puisque la République démocratique du Congo sera aussi, comme la France l'est, tenue de rendre compte du respect des droits humains devant les autres États membres du Conseil des droits de l'homme. Et donc, je pense que c'est une promesse de bon respect et de respect justement de tous ces textes fondamentaux en matière de droits de l'homme, et notamment ce texte majeur qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme. À Kinshasa, les déplacés de l'Est de la RDC veulent faire entendre leur voix. Réunis au sein de leur comité représentatif, ils annoncent une marche pacifique le 17 juin prochain pour dénoncer leurs conditions de vie précaires et interpeller les autorités sur l'urgence de la crise humanitaire qu'ils traversent. Un signal fort pour briser les silences autour de leur détresse. Les détails dans ces commentaires. Kinshasa s'apprête à devenir le théâtre d'un cri de détresse longtemps étouffé. Les déplacés de l'Est de la République démocratique du Congo ont annoncé l'organisation d'une marche pacifique le 17 juin prochain afin d'alerter les autorités sur leurs conditions de vie jugées alarmantes et sur la persistance de l'insécurité dans leur région d'origine. Réunis au sein d'un comité représentatif, ces hommes, femmes et enfants ayant fui les violences armées dans l'est du pays entendent sortir de l'ombre. Dans une correspondance adressée au gouverneur de Kinshasa, avec copie à la présidence de la République et à la primature, ils ont officiellement informé les autorités de leur intention de manifester pacifiquement dans la capitale. Selon les organisateurs, le rassemblement débutera sur le boulevard du 24 novembre avant de se poursuivre vers la place des Évolués, puis jusqu'au siège de la primature. À cette occasion, un mémorandum sera remis aux autorités et lu publiquement devant les participants. Au cœur de leurs revendications figure l'amélioration des conditions de vie des déplacés, un accès renforcé à l'assistance humanitaire et sanitaire, ainsi qu'un engagement plus ferme en faveur du retour de la paix dans les provinces de l'Est, toujours affectées par les conflits armés. Les initiateurs de cette mobilisation insistent sur son caractère strictement pacifique. Ils promettent une marche citoyenne organisée dans le respect de l'ordre public, avec pour objectif principal de sensibiliser l'opinion et les décideurs à une crise humanitaire qui continue d'affecter des milliers de Congolais vivant aujourd'hui dans la précarité à Kinshasa. Portée par les comités représentatifs dirigés par Jordan Moulikouliza Biabungu, cette initiative se veut bien plus qu'une simple démonstration de rue. Elle constitue un appel à la solidarité nationale et à un rappel que derrière les chiffres de la crise se trouvent des familles qui réclament dignité, protection et espoir. À travers cette marche, les déplacés de l'Est veulent faire entendre une voix souvent ignorée, celle des citoyens déracinés qui refusent d'être oubliés et qui exigent que leur situation redevienne une priorité pour le pouvoir public. Au Sud Kivu, le gouverneur Patrick Boussou-Bangui a multiplié ce mercredi 10 juin le rencontre avec plusieurs partenaires humanitaires et sanitaires pour renforcer la riposte contre Ebola dans la province. Entre la mise en œuvre du plan d'intensification, les échanges avec Geneva Col et le Comité international de la Croix-Rouge, les partenaires affichent leur engagement aux côtés des autorités provinciales. Le reportage. Les efforts dans la riposte contre l'épidémie à virus Ebola dans la province du Sud Kivu ne font que s'intensifier depuis l'activation du plan d'intensification décidé ce lundi 7 juin 2026. Ce mercredi, au 3e jour de la mise en application, la task force était en réunion d'évaluation de la situation épidémiologique. C'était au tour du superviseur et coordonnateur de la cellule de crise d'urgence sanitaire, le docteur Freddy Kaniki. Les autorités se sont félicitées du fait qu'avec l'approche zonale pour la riposte, l'épidémie est jusque-là contenue dans son épicentre, dans l'aire de santé de Luiro, précisément dans les villages de Kahungu, en zone de santé de Mitimuresa. En milieu de journée, le gouverneur du Sud Kivu a accordé une audience à une délégation de l'organisation de droit suisse Geneva Col, conduite par son chef de mission en RDC, Roch Swadende. Cette délégation séjourne au Sud Kivu et tenait à expliquer à l'autorité provinciale les missions qui sont les siennes et l'ambition d'étendre ces dernières dans la province du Sud Kivu. Geneva Col
est une organisation humanitaire neutre et indépendante qui vise à améliorer la protection des populations civiles affectées par les conflits armés et de veiller au respect du droit international humanitaire dans les zones des conflits. Patrick Boussou-Bouangui a promis à cette organisation, qui a par ailleurs déjà conclu un protocole d'accord avec la haute hiérarchie du mouvement révolutionnaire AFC M23, de leur apporter le soutien nécessaire pour l'atteinte de leurs objectifs. Les équipes du gouvernorat de province ont été ainsi responsabilisées pour apporter toute forme d'assistance en cas de besoin. Le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui a clos sa journée par une audience avec la nouvelle chef des missions du Comité international de la Croix-Rouge CICR. Ensemble, ils ont dressé un aperçu synoptique sur la situation humanitaire en province. La délégation du CICR a informé l'autorité provinciale sur ses activités en province, notamment dans le domaine de l'appui à la régie des eaux pour améliorer la desserte en eau à la population partout dans leurs zones prioritaires, spécialement à Bukavu, à Walungu et dans les hauts plateaux de Calais. L'autorité provinciale a été informée d'un grand projet en pipeline et qui devrait voir le jour dans les prochaines semaines et qui permettra d'améliorer la desserte en eau potable au bénéfice de quelques 50 000 ménages en province. Le chef de l'exécutif provincial a exhorté le CICR d'accentuer son partenariat avec la Régie des eaux afin de venir en appui au projet en cours de captage d'eau depuis le domaine de Nyofu, ainsi que le réaménagement du centre de captage de Mazigiro qui permet de desservir le quartier Panzi et la périphérie de la ville de Bukavu. Enfin, à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies, la République démocratique du Congo a réaffirmé son attachement aux solutions politiques et au dialogue comme fondement d'une paix durable. Lors des débats de haut niveau consacrés aux crises au Moyen-Orient, le représentant congolais auprès de l'ONU, Zenom Kongongai, a souligné que les réponses militaires ne suffisent pas à résoudre les conflits ancrés dans les réalités historiques, politiques et sociales complexes. Suivez son intervention. Merci la République sœur de Colombie pour l'organisation de ce débat public qui met l'accent sur la promotion des solutions politiques au Moyen-Orient. Ma délégation évalue les bénéfices d'une telle initiative qui offre au Conseil un cadre de réflexion pertinent en vue de la consolidation des efforts collectifs destinés à instaurer une paix durable dans cette région stratégique du monde. La présence ce matin du secrétaire général et son exposé de tout à l'heure témoignent également de sa détermination d'œuvrer inlassablement en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde. Monsieur le Président, l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire au Moyen-Orient demeure une source de préoccupation pour mon pays. Outre le fait qu'elle constitue une menace sérieuse pour la stabilité régionale, la paix et la sécurité internationale, les violences enregistrées dans la région rappellent chaque jour le coût humain considérable que peut générer l'absence de règlement durable. Les populations civiles continuent d'en payer le lourd tribut, tandis que les répercussions de ces crises se font sentir bien au-delà de leur champ immédiat à travers notamment les différentes perturbations générées sur les chaînes d'approvisionnement, les marchés énergétiques et la sécurité alimentaire, des enjeux qui affectent directement de nombreux États, y compris ceux du continent africain, dont la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, c'est précisément dans ce contexte que les solutions politiques durables, fondées sur le dialogue inclusif, la médiation et la diplomatie préventive, prennent tout leur sens. Les solutions politiques demeurent la seule voie crédible vers une paix durable, là où les réponses militaires ne parviennent pas à résoudre des crises profondément enracinées dans des dynamiques historiques, politiques et sociales complexes. À cet égard, nous saluons les efforts déployés par le secrétaire général, ses envoyés spéciaux ainsi que par les organisations régionales et les États partenaires engagés dans la recherche de solutions pacifiques aux conflits dans la région. La République. C'est la fin de cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. À présent, je vous propose de liker, commenter et partager. Mais aussi, vous pouvez réagir dans les chats. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, veuillez le faire et activez votre cloche d'alarme pour ne rien rater sur WAP Info TV. L'actualité, c'est sur WAP Info TV. Rendez-vous prochaine édition. À très vite.